Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 août 2026 et notre cher ami, notre frère, Pravin Soni, est avec nous. Bon retour parmi nous, Pravin. Merci beaucoup, Nima. C'était un plaisir de vous voir. C'est vraiment un plaisir de vous revoir, Pravin. Et permettez-moi de commencer par ceci. Je voulais parler du conflit en Asie occidentale, mais avant d'y venir, nous avons appris quelque chose de nouveau ces 4 derniers jours. Le gouvernement du Bangladesh a déclaré qu'il envisageait de rejoindre le pacte de la Mecque, ou pacte de défense, pacte de sécurité, entre le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie. C'est très important pour les personnes de notre public qui ne savent pas que le Bangladesh, l'Inde et le Pakistan formaient ce qu'on appelait le sous-continent indien. Ce sont les mêmes peuples, la même terre, les mêmes... Mais aujourd'hui, on voit une sorte de division entre eux. Et le Bangladesh se trouve dans la partie orientale de l'Inde. Il n'est même pas proche du Pakistan. Comment comprenez-vous la position du Bangladesh? Il souhaite rejoindre ce pacte. Vous savez, Nima, il y a un peu de contexte qu'il faut d'abord comprendre avant d'aller au Bangladesh. Et ce contexte, c'est le suivant. Qu'est-ce que cet accord de défense conjoint de la Mecque, exactement? Vous savez, ces principes de base. Parce que j'ai le sentiment qu'en Occident, il n'est pas compris comme il devrait peut-être l'être. Or, il y a 2 éléments essentiels dans cet accord de défense conjoint. Le premier, c'est qu'il porte sur la sécurité collective. La sécurité collective est un concept totalement différent de la sécurité absolue. La sécurité absolue, quand on parle de sécurité, c'est un jeu à somme nulle. Ma sécurité se fait à vos dépens. Et c'est cela qui mène aux guerres et aux conflits. La sécurité collective, elle, met l'accent sur le développement. En matière de sécurité, ma sécurité ne devrait pas se faire au détriment de la vôtre. Nous parlons donc de sécurité relative. Et nous parlons de négociations sur la sécurité. Il faut donc qu'il y ait un dialogue. Désolé de vous interrompre, Pravin. Cette définition que vous venez de nous donner, c'est en gros la même chose que ce qui se passe entre l'Iran et la Russie avec cette stratégie. Je vous en prie, continuez. C'est exact. C'est exact. Parce que c'est le concept du nouvel ordre mondial. Donc vous avez tout à fait raison. C'est précisément ce qui se passe entre l'Iran et la Russie. Il y a donc d'un côté la sécurité collective et de l'autre la dissuasion collective. La dissuasion collective signifie essentiellement que les 3 pays font front commun et dissuadent les puissances extérieures. Et dans le cas de l'Asie occidentale, Israël sera lui aussi considéré comme une puissance extérieure, parce qu'Israël dépend totalement de l'infrastructure militaire américaine, du commandement central. Israël est donc cette nation atypique qui crée tous les problèmes. Donc quand nous parlons de dissuasion, cela veut dire que les 3 pays sont là pour dissuader l'ennemi ou l'adversaire. Cela ne veut pas dire qu'ils commencent la guerre avec ce pays. Donc il y a d'abord la dissuasion. C'est une activité menée en temps de paix. Vous avez des projets communs, une coopération en matière de défense, toutes ces choses-là se poursuivent. C'est une activité de temps de paix. Vous dissuadez. Cela signifie que, du point de vue de l'adversaire, il doit intégrer dans son évaluation de la guerre, dans son plan de guerre, l'éventualité d'avoir à affronter 3 pays et non un seul. L'autre volet, c'est la défense. Quand on passe de la dissuasion en temps de paix à la guerre, on parle de défense. Et cela n'a rien à voir avec l'article 5 de l'OTAN, parce que l'OTAN concerne la sécurité absolue. Cela relève de l'article 51 des Nations Unies. C'est complètement différent. Cela signifie que l'OTAN ne fonctionne pas sous l'égide des Nations Unies, mais que ce pacte, lui, fonctionnera sous l'égide des Nations Unies. Autrement dit, la défense doit être assurée par les pays concernés, et les Nations Unies doivent en être informées. Si vous regardez l'article 51, il y a 2 dispositions.
L'une concerne la légitime défense, l'autre la défense collective. Supposons donc, à titre hypothétique, qu'il y ait un problème entre la Turquie et Israël. En réalité, il y en a un. Ce n'est donc pas du tout une situation hypothétique. Il y a donc un problème. Si la situation s'envenime et que, hypothétiquement, il y a une guerre, la Turquie décidera alors si elle veut se battre seule, ce qui relève de la légitime défense, ou si elle veut l'aide de l'Arabie saoudite et du Pakistan, et de quel type d'aide elle a besoin. Vous voyez donc que l'accent est vraiment mis sur le développement et sur une vision de la sécurité collective face à l'adversité. Or, ce qui se passe, c'est qu'en Asie occidentale, dans cette conception, le Pakistan joue un rôle très important. Et l'initiateur de cette conception, c'est en fait l'Iran. Parce que le 29 juin, Abbas avait déclaré, après sa visite en Russie et en Chine, qu'il fallait mettre en place un cadre régional pour l'après-guerre. Et ce cadre régional signifie que, une fois les forces américaines parties d'Asie occidentale, nous aurons besoin de notre propre sécurité. Et pour assurer cette sécurité, une étape décisive vers ce cadre régional, c'est cet accord conjoint de défense de la Mecque. Donc, une fois que l'on comprend cette partie, la deuxième, c'est que maintenant, cela s'étend. Cela est allé au-delà. Par exemple, le Pakistan a déjà mis en place une coopération en matière de défense sur le continent africain avec la Somalie. Donc ce n'est qu'une question de temps. En Afrique, 20 pays sur 54 ont une majorité musulmane. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que tous les autres pays qui veulent se développer optent pour une sécurité collective partout où ils rencontrent un problème, plutôt que d'envisager la guerre et une sécurité absolue. Maintenant, venons-en à l'Asie du Sud. En Asie du Sud, ce qui s'est passé, c'est qu'au Bangladesh, depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, et parce que l'Inde a accordé l'asile à Hasina, ce que le nouveau gouvernement ne souhaite pas, ils veulent que Hasina soit renvoyée parce qu'elle doit être jugée au Bangladesh. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les relations entre le Pakistan et le Bangladesh se sont beaucoup rapprochées. Et ce que l'on voit, ce n'est pas seulement un rapprochement militaire, au sens où ils envisagent une coopération conjointe. Les chefs militaires se parlent. Il est aussi question de partage de renseignements parce que des agents de l'ISI se sont rendus au Bangladesh et des membres des services de renseignement bangladais sont allés au Pakistan. Donc, ce que les Bangladais envisagent aujourd'hui. Car il y a un autre point qu'il faut comprendre. En Asie du Sud, aujourd'hui, à l'exception de l'Inde et du Bhoutan, tous les autres pays participent à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Et cela inclut aussi bien le Pakistan que le Bangladesh. Et ce concept dont vous avez parlé, l'Iran partage le même avec la Russie. La Chine aussi partage ce même concept. C'est le concept du nouvel ordre mondial, où l'on met l'accent sur le développement, où l'on envisage la sécurité collective. Or, le conseiller du Premier ministre du Bangladesh a fait cette déclaration et elle est extrêmement importante pour l'Inde. Il a déclaré que nous envisageons nous aussi la possibilité de rejoindre cet accord de défense conjoint, comme tant d'autres pays d'Asie occidentale veulent également le faire. Ce besoin d'y adhérer est donc désormais arrivé aussi en Asie du Sud. Pour l'Inde, le problème, c'est qu'elle a quitté l'Asie du Sud sur le plan géopolitique en 2014. Il y a eu un grand vide lorsque l'Inde a quitté la SAARC. Aujourd'hui, le Bangladesh veut le retour de la SAARC. L'Inde s'est plutôt tournée vers la BIMSTEC, et c'est une autre histoire. Donc sur le plan géopolitique, il y a eu un vide en Asie du Sud. Et la principale vulnérabilité de l'Inde aujourd'hui, premier point, avant d'en venir à cette vulnérabilité, c'est que, depuis qu'elle a quitté la SAARC, l'Inde n'a pas accordé à tous ses petits voisins l'attention qu'elle aurait dû leur accorder.
Comme vous l'avez justement souligné, si l'on regarde la carte de l'Asie du Sud, il y a une énorme particularité géographique. Cette particularité, c'est que tous les autres pays ont des frontières avec l'Inde, mais qu'ils n'ont pas de frontières terrestres entre eux. Donc, une fois que les Bangladais rejoindront cela, et de toute façon, voyez-vous, ce sera un accord formel. Quelque chose qui se fait déjà de manière informelle deviendra formel. Et alors, l'Inde aura des problèmes. Voyez, il y a un problème pour l'Inde dans ce qu'on appelle le corridor de Siliguri, ou, dans le jargon militaire, le coup de poulet. C'est une bande de terre très étroite. À son point le plus étroit, elle fait environ 20 à 22 km. C'est extrêmement étroit. Et c'est la seule connexion de l'Inde avec son nord-est. Donc si ce corridor est menacé, l'Inde a un gros problème. Quand on regarde la carte de l'Asie du Sud, la menace qui pèse sur le corridor de Siliguri s'accroît parce que l'Inde a quitté cette zone sur le plan géopolitique en 2014 et que le profil géopolitique du Pakistan a beaucoup progressé. Et comme je l'ai dit, le Pakistan est très présent derrière ce concept de cadres régionaux, que ce soit en Asie occidentale, en Asie du Sud ou en Afrique. C'est donc une situation qui n'est pas bonne pour l'Inde. So that is where it is not a good situation for India. How do you see Comment voyez-vous les nouvelles escalades entre la Turquie et Israël? Et l'autre question serait, pensez-vous que les États-Unis soient en mesure de résoudre cela? Ou voyez-vous une forme de tension continue qui ne cesse de croître, comme entre l'Iran et Israël? Vous voyez, à la fin, cela a débouché sur une guerre ouverte entre les deux camps. En réalité, ce sont les États-Unis qui combattent les Iraniens, pas Israël. Israël est resté en retrait et a laissé les États-Unis le faire. Et d'un autre côté, quand il s'agit de la Turquie fait partie de l'OTAN. C'est donc, d'une certaine manière, totalement différent de ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis. Comment comprenez-vous cela? How do you understand that? See, first of all, let me say my bottom line on this. Écoutez, d'abord, je vais vous dire ma conclusion sur ce point, qui est différente de celle de la plupart des analystes américains. Je ne vois pas la Turquie entrer en guerre avec Israël. Israël fait tout son possible pour déclencher une guerre, pour créer un problème avec la Turquie, parce qu'il veut aussi y entraîner l'Amérique. C'est ce dont il a besoin. Et d'ailleurs, si vous regardez la déclaration de l'envoyé américain en Turquie, Tom Barak, il a dit très clairement que la Turquie faisait preuve d'une retenue extrême. Si je dis qu'Israël veut entraîner l'Amérique, c'est parce que pour Israël, il est important que les guerres continuent. Israël ne veut pas du tout la paix. Il veut simplement la guerre. Israel does not want peace at all. It just wants war. This is the reason that on the 18th of April, C'est la raison pour laquelle, le 18 avril, les Israéliens sont allés tirer sur cette base en Syrie. Ils ont dit qu'il y avait là-bas un renforcement en cours, un renforcement turc. Or, quand on regarde Israël lui-même, Israël ne peut pas faire la guerre. Je vais vous donner plusieurs raisons à cela. Premièrement, rappelez-vous qu'au mois de mai, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Zamir, a déclaré que l'armée israélienne était surmenée. C'était en mai. Pourquoi était-elle surmenée? Parce qu'elle combat sur tellement de fronts. Elle combat le Hezbollah. Elle combat le Hamas. Elle combat au Yémen contre les Yéménites. Ensuite, elle combat l'Iran. Et il a dit qu'il leur manquait au moins 15 000 soldats. Il a dit qu'ils étaient épuisés. Et puis, nous savons aussi que s'agissant de l'arsenal, vous voyez des capacités militaires. Les Israéliens manquent de tout. d'Arrow 2, d'Arrow 3, de la fronde de David, du dôme de fer, et que les Américains leur fournissent des THAAD ou des Patriot PAC-3, tout est en quantité insuffisante. Donc tout cela est soumis à une pression excessive. C'est un premier point. Le deuxième, c'est que ce qui est intéressant, c'est que juste après cela, le ministre turc des Affaires étrangères s'est rendu au Pakistan. Il y a rencontré des responsables pakistanais et,
Surtout, il a eu un entretien avec le maréchal Asif Munir. Et nous savons maintenant que ce qu'il envisageait là-bas, c'était aussi d'adhérer à l'accord de défense conjoint. Or, pour la Turquie, cet accord de défense conjoint constitue une solution de repli, et je viens d'expliquer en quoi consiste cet accord. La Turquie dispose donc aujourd'hui d'une solution de repli. So Turkey has a fallback today. Turkey does not want to get into a war because La Turquie ne veut pas entrer en guerre, parce qu'elle comprend que compte tenu de sa propre position, voyez, quand on regarde la géographie, la Turquie est peut-être extraordinairement bien située. C'est impressionnant. Et l'influence qu'ont les Turcs est elle aussi impressionnante. Leur influence stratégique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la seule chose préoccupante à propos de la Turquie, c'est que le président Erdogan, je ne comprends pas pourquoi il continue de fournir du pétrole de Bakou aux Israéliens. Cela dit, il s'en est pris très durement aux Israéliens sur la question de Gaza. Et le fait est que les Turcs, comme vous l'avez souligné, sont membres de l'OTAN, mais ils sont suffisamment frustrés de ne pas être devenus membres de l'Union européenne. Et, personnellement, Erdogan n'est peut-être pas très content que Trump lui ait promis des F-35, alors qu'il est très peu probable qu'il les obtienne. And it is very unlikely that he'll get the F-35s. So while they have the tactical nuclear Donc, même s'ils ont des armes nucléaires tactiques américaines sur leur sol, bien sûr, le commandement et le contrôle restent aux mains des Américains. À mon avis, les Turcs ont finalement décidé que leur identité musulmane et leur appartenance au cadre régional, c'est ce qui les aidera économiquement et dans leur ascension. C'est ainsi que je vois les choses. Voyez-vous, Israël est à l'origine de toutes les manigances. Israël est un pays expansionniste. Israël est un pays terroriste. Mais quand on considère à proprement parler les capacités militaires d'Israël, elles ne sont en réalité pas si importantes. Elles sont surévaluées, parce que sans le commandement central, Israël ne peut pas faire grand-chose. Alors que personnellement, j'estimerais que l'armée turque, ses capacités de production et ses capacités militaires sont bien plus avancées et meilleures. Voilà comment je vois les choses, Nima. Netanyahou crée des problèmes, peut-être à cause des élections d'octobre. Mais, vous savez, ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que ces sionistes sont comme ça. Même s'il est remplacé par le suivant, celui-ci dira les mêmes choses. Ces clans sionistes ne verront leurs ailes coupées que lorsque la question palestinienne aura une possibilité d'être résolue. Et puis, si vous me permettez, il y a un autre problème. C'est incroyable. Quand je vois les pays du CCG et leur duplicité, ce qu'ils essaient de faire, c'est choquant. Vous savez, récemment, une déclaration a été publiée par de nombreux pays, parmi lesquels les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie, le Pakistan et l'Égypte, affirmant qu'ils s'opposent à ce projet de colonisation E1. Alors, qu'est-ce qu'Israël essaie de faire? Now, what is Israel trying to do? Israel has first of all divided very. Israël a d'abord très clairement séparé la Cisjordanie de Gaza. Et en Cisjordanie, ils ont créé ce corridor E1. La Cisjordanie elle-même se retrouve donc divisée entre le nord et le sud. Et dans ce corridor, ils ont installé quelques 500 colons. Donc quand on voit cette situation, l'Iran à lui seul ne peut pas faire grand-chose. Les pays du Conseil de coopération du Golfe, je veux dire, publier ce genre de déclaration, c'est très bien, mais il faut aller au-delà. Et le principal problème au sein du Conseil de coopération du Golfe, selon moi, ce sont les Émirats arabes unis, un pays profondément hypocrite. La seule chose qu'ils ont, bien sûr, c'est le pétrole et le gaz. Ils ont aussi un fonds souverain considérable qui s'élève à près de 2 900 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. C'est ce qu'ils ont. Sinon, que sont les Émirats arabes unis? À peine 1 million d'Émiratis et 10 millions d'étrangers. Just about 1 million Emirati, 10 million are outsiders. So, but they are part of BRICS, they are part of. Donc ils font partie des BRICS. Ils font partie des accords d'Abraham. Ils ont d'énormes investissements en Amérique. Ils ont des investissements en Israël. Donc, vous savez, récemment,
et vous le savez très bien, ils ont interrompu toutes leurs transactions financières et leurs échanges commerciaux avec l'Iran. Or, le deuxième partenaire commercial de l'Iran, ce sont les Émirats arabes unis. Donc, quand on regarde l'ensemble du tableau, ce qui apparaît, c'est que l'Iran et le Pakistan, avec le soutien de la Chine et de la Russie, ont extrêmement bien réussi à mettre en place cet accord de défense conjoint. C'est une bonne étape vers un cadre régional. Et de ce fait, cela a, vous savez, créé une incitation. Cela a maintenant incité les autres pays de la région à voir les choses de la même manière, comme le Bangladesh, par exemple. Voilà où en sont les choses. Like the Bangladeshis are doing. So this is where things are. Yeah. Actually, we've learned from one of the Oui. Iranian En fait, nous avons appris de l'un des responsables iraniens, ou du porte-parole de l'un d'eux, qu'ils avaient invité l'Iran à faire partie du pacte de la Mecque. Et l'Iran a décidé, pour le moment, de ne pas aller aussi loin, parce qu'il semble que la préoccupation majeure de l'Iran aujourd'hui soit de savoir comment gérer les États-Unis dans cet état de guerre, ou presque. Comme vous le savez, tout le visage de la guerre est en train, d'une certaine manière, de se transformer en autre chose, une guerre économique. Ce n'est pas nouveau pour l'économie iranienne, pour le peuple iranien, ni pour le gouvernement iranien. Comment voyez-vous le fait que Scott Bessent et Donald Trump aient soudain déclaré en substance « c'en est fini de la partie cinétique de l'opération ». Nous entrons maintenant dans la partie plus douce, mais écrasante de l'attaque. Une attaque économique, une attaque financière contre l'Iran. You know, you actually raised two issues. Vous avez en fait soulevé deux questions, et permettez-moi d'y répondre une par une. Premièrement, vous avez dit qu'il y a beaucoup de discussions parmi les analystes. Pourquoi l'Iran ne rejoint-il pas cet accord de défense conjoint? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Iran, comme vous l'avez justement souligné, ne le rejoindra qu'une fois les forces américaines parties d'Asie occidentale. L'intérêt que porte l'Iran à cette initiative et son engagement, puisque c'est l'Iran qui est à l'origine de ce cadre régional en Asie occidentale, se mesure au fait que demain, le maréchal Asim Mounir se rendra à Téhéran avec une importante délégation pakistanaise. Et selon mon analyse, deux sujets y seront abordés. And there are two things in my assessment that will be discussed there. One, of course, will be the mediation. I'll just come to your L'un des points, bien sûr, ce sera la médiation. Je vais revenir dans un instant à votre guerre économique. L'un des points, donc, sera d'entamer une médiation entre l'Iran et l'Amérique, parce que l'Amérique y tient. L'Amérique y tient beaucoup. Et maintenant, Asim Mounir doit en parler avec Téhéran. Le deuxième point, c'est une déclaration très intéressante de Ghalibaf. Il a dit qu'il y avait des nations voisines qui cherchent des accords en matière de sécurité et d'économie. Vous savez, c'est donc essentiellement la même chose. Il y a davantage de pays en Asie occidentale. Par exemple, tous ces pays y tiennent. Le Koweït y tient. La Syrie, je l'ai déjà mentionné. Bahreïn y tient, sauf les Émirats arabes unis. Tous les autres pays, quand on regarde, l'Égypte y tient. Techniquement, elle a été retenue. Donc tous ces pays y tiennent. So all these countries are key. So this is the other thing, obviously, Asim Munir and his... C'est donc l'autre sujet dont Asim Mounir et sa délégation vont évidemment discuter avec les Iraniens. Maintenant, venons-en à la guerre économique. Voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains ont épuisé toutes leurs options militaires. Ils n'ont plus. Et nous savons aussi très bien qu'il manque cruellement de matériel pour la guerre, notamment de missiles et d'intercepteurs. Ils en manquent beaucoup. Ce n'est donc un secret pour personne. Tout le monde le sait. En ce qui concerne le blocus naval, ce blocus est en réalité une vulnérabilité. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que c'est un acte de guerre et que la guerre est toujours en cours. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Si les Iraniens décident que ce blocus naval est un acte de guerre, alors ils peuvent détruire un ou deux navires de guerre américains qui se trouvent sur place. Mais ce que les Iraniens ont fait, c'est que, selon mon évaluation, ils jouent un jeu très habile en continuant de privilégier la diplomatie. La diplomatie,
est leur objectif principal, parce qu'ils veulent que les Américains partent. Ils savent qu'ils contrôlent le détroit d'Ormuz. C'est définitif, malgré le fait que Trump ait de nouveau déclaré pour la deuxième fois que le détroit d'Ormuz est un territoire américain. Mais ils savent tout cela. Donc, ce qu'ils font, c'est que d'abord, ils ont très clairement indiqué que s'agissant de la guerre économique, tous les pays qui y participent ne seront pas autorisés à faire passer du pétrole par Ormuz. Cela, ils l'ont clairement dit. L'autre chose qu'ils ont clairement fait comprendre, c'est que si un blocus économique est mis en place, si les Américains déclenchent une guerre, alors eux aussi peuvent mener une guerre économique. Et ils l'ont dit explicitement. Nous frapperons vos infrastructures économiques américaines, l'IA, l'intelligence artificielle, tout ce qui se trouve sur le sol des pays du Conseil de coopération du Golfe. Donc, nous pouvons frapper tout cela. Et ils avaient déjà donné, il y a quelque temps, une liste de toutes ces infrastructures, de ce qui s'y trouve. Maintenant, en ce qui concerne les Iraniens, ils ont encore beaucoup trop d'options pour survivre. Je veux dire, c'est difficile à comprendre, mais ils ont des options. Par exemple, il y a la possibilité de la route terrestre fournie par les Pakistanais. Ensuite, ils ont l'option de la route chinoise, qui passe par les républiques d'Asie centrale. Vous savez, toute cette ligne ferroviaire de 10 400 km qui est opérationnelle depuis mai. Ensuite, ils ont la route russe, c'est-à-dire la route de la mer Caspienne. Donc, ils ont encore beaucoup d'options. Les ports du Pakistan sont aussi disponibles. Port Qasim, Gwadar, puis le port de Karachi. Ils y ont accès. Donc, ils ont cette possibilité. Mais le point, c'est que Trump, au fond, Trump veut obtenir quelque chose des Iraniens, qu'ils acceptent quelque chose qu'il veut. Or, les Iraniens ne l'accepteront pas, parce que l'Iran a été très clair. Aucun contrôle du détroit d'Ormuz aux Américains, ni à qui que ce soit d'autre. Ils restent sous leur contrôle. Et ils ont aussi clairement dit qu'ils prélèveraient des frais. Ils demandent maintenant quelque chose comme 7% de la valeur de la cargaison, ce qui veut dire que l'Iran pourrait toucher environ 100 milliards de dollars par an, vous savez, sous forme de frais, d'une sorte de redevance. Et ils ont aussi clairement indiqué quel itinéraire serait emprunté. L'itinéraire du Nord, évidemment, qui passe près des Iraniens. Tous les navires, à l'aller comme au retour, devront uniquement emprunter ce passage. Donc, leur position est très claire. Il est donc, en gros, très mal coincé. Et si vous regardez ce que J.D. Vance avait dit il y a quelque temps, c'est la réalité de l'Amérique aujourd'hui. J.D. Vance avait dit que le dollar américain pourrait ne plus être la monnaie de réserve mondiale et que les Américains devront comprendre que la vie ne sera pas bon marché. Donc, en réalité, il laisse entendre la fin des pétrodollars. Parce que si Trump ne peut pas contrôler le détroit d'Ormuz, alors les pays du CCG n'ont aucune raison de vendre leur pétrole et leur gaz en dollars. Ils préféreraient le faire dans leur monnaie locale et en plus, faire des économies. Donc les pétrodollars, c'est fini. En résumé, Nima, Trump est dans de très gros ennuis. Il n'a aucune option. Et toute cette histoire de guerre économique, c'est du grand n'importe quoi. Tout le monde le comprend. Vous savez, c'est la même chose que ce que font les Israéliens. En gros, les Israéliens poussent les Turcs à déclencher une guerre. Les Américains veulent que les Iraniens fassent quelque chose de mal. Vous savez, ce qu'ils ne feront pas. Ils ne mènent que des opérations militaires limitées. Ils en parlent et ils ont des options. Beaucoup ne savent peut-être pas que leurs options consistent en réalité à créer le chaos dans le Golfe. Ils peuvent aussi le faire par des cyberattaques, parce que récemment, un rapport a indiqué que des cyberattaques avaient été menées contre certains centres électriques au Royaume-Uni. Ce que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est que lorsqu'en 2010,
l'attaque Stuxnet a visé les centrifugeuses iraniennes sur le site de Natanz. Les Iraniens ont beaucoup appris depuis sur la cyberguerre et les cyberattaques. After that, the Iranians have learned a lot about cyber warfare, cyber attacks. And in any case, the two big powers that support Et de toute façon, les deux grandes puissances qui soutiennent l'Iran, la Chine et la Russie sont toutes deux très efficaces en matière de cyberattaque. Donc Nima, les options dont disposent les Iraniens, les options militaires, sont considérables. Trump, lui, n'a aucune option militaire. La guerre économique est donc peut-être encore un de ces coups d'éclat qui ne feront que prolonger son agonie lui aussi. Et le problème pour lui se situe sur le plan intérieur. Les prix du diesel et de l'essence ont augmenté là-bas. L'inflation augmente aussi. Les quelques personnes que je connais en Amérique et les retours que j'en reçois disent que la vie y devient plus chère depuis le début de cette guerre. Donc la situation est mauvaise, Nima. So things are bad, Nima. With what you've said about the United States, the petrol Compte tenu de ce que vous avez dit sur les États-Unis, le pétrodollar et leur position en Asie occidentale, ce qui, à mon avis, n'est une bonne nouvelle pour personne aux États-Unis, voyez-vous le moindre signe que les États-Unis souhaitent changer leur comportement ou leur attitude en Asie occidentale? Ce qui serait, s'ils décidaient de le faire, extrêmement important à mon avis. Mais voyez-vous le moindre signe que cela puisse se produire prochainement? Nima, it has to happen very soon. Cela doit arriver très bientôt. Et je vais vous dire pourquoi. Beaucoup de gens comparent ce qui se passe dans cette guerre en Asie occidentale avec, vous savez, même Donald Trump en a parlé, ce n'est pas une guerre qui va durer longtemps, comme au Vietnam ou en Afghanistan. Le fait est que cette guerre doit prendre fin parce qu'il y a des problèmes chez eux, pour les Américains, dans l'économie américaine. Le monde souffre, même si lui ne se soucie pas du monde. Mais le fait est que deux autres grandes puissances soutiennent l'Iran. Et en ce qui concerne la Chine, elle a clairement fait savoir que, vous savez, le détroit d'Ormuz est très largement un territoire iranien. Les Russes l'ont aussi clairement dit. The Russians have also made that clear. So the thing is that when you have a multipolar world, Donc, le problème, c'est que quand on est dans un monde multipolaire et qu'on n'a pas d'option militaire, il y a ce détroit d'Ormuz et cette contrainte. Vous savez, le pétrole, ce n'est pas seulement du pétrole. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont avec. Il y a l'hélium, le soufre, les engrais pétrochimiques et bien d'autres choses encore. Donc tout le monde en ressent les conséquences. Et en ce qui concerne les Américains, plus le temps passe, plus leur situation en Asie occidentale devient défavorable. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, il y a environ 18 bases militaires là-bas. La plupart sont endommagées, surtout celles situées dans les pays du CCG. Elles ne sont pas utilisables. especially which are there in the GCC countries, they are not usable. This is the reason that they had to shift their logistics. C'est la raison pour laquelle ils ont dû déplacer leur base logistique de Bahreïn vers Diego Garcia. Je veux dire, regardez l'état de leur armée aujourd'hui, Nima. Pour combattre l'Iran, qui est soi-disant une puissance militaire intermédiaire, une grande puissance a dû réunir deux théâtres d'opération. Ils ont réuni leur commandement central et le commandement américain du Pacifique. Et quand je dis réunir, je veux dire que la logistique se trouve à Diego Garcia, qui est encore une fois un endroit vulnérable, extrêmement vulnérable, tant du point de vue des missiles que des cyberattaques. Et puis on l'a vu, vous savez, il en parle déjà. J'ai 39 000 soldats là-bas, en Corée du Sud. Pourquoi en avoir autant là-bas? Why should I have so many there? And so even there the retrenchment is happening of the Et même dans ce contexte, on assiste au redéploiement des forces américaines depuis l'Asie de l'Est. George Washington. Ensuite, nous avons vu le porte-avions George Washington venir du Japon sur ce théâtre d'opération pour remplacer l'Abraham Lincoln. And still they have Les deux théâtres sont donc reliés, et malgré cela, ils n'ont toujours aucune option militaire. like a war of Le point, Nima, c'est que ce n'est pas une guerre comme celle du Vietnam ou d'Afghanistan. C'était des guerres asymétriques. Un camp disposait de capacités conventionnelles, l'autre de capacités irrégulières.
ce que nous appelons des capacités non conventionnelles. Ici, les deux camps ont des capacités conventionnelles. C'est simplement que l'un combat avec des capacités du XXe siècle et l'autre avec des capacités du XXIe siècle. Mais il s'agit d'un combat conventionnel. C'est totalement différent. Je dirais donc, voyons peut-être ce qui se passera le 3 novembre, lors des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et parce que il y a beaucoup de gens parmi ses propres partisans, sa base MAGA, qui sont très mécontents de savoir pourquoi nous sommes là dans cette guerre. Le fait est que, quand il quittera enfin l'Asie occidentale, il devra partir. Ce n'est pas une guerre qui peut se prolonger aussi longtemps que la guerre en Ukraine. C'est totalement différent. Cette guerre ne peut pas durer aussi longtemps. Mais une fois qu'ils seront partis, l'Empire américain aura été suffisamment dégradé. Suffisamment. C'est ainsi que Trump quittera l'Asie occidentale. Il n'a pas d'autre option. Mais maintenant, comme nous le verrons demain, il sera important qu'Asif Munir se rende à Téhéran, parce que c'est lui qui était en contact avec Donald Trump. Donc je suis sûr que les Américains envisagent une sorte de retour au mémorandum d'accord du 17 septembre, parce que les Iraniens ont très clairement dit qu'il n'y aurait pas d'autre mémorandum d'accord. Rien ne se passera. Il faut revenir à celui-là. Vous voulez dire le 17 avril? Le mémorandum d'accord du 17 juin qu'il avait signé. Pardon, le protocole d'accord du 17 juin que Donald Trump a lui-même signé. 17 June MOU that he had signed, 17 June MOU that Donald Trump himself signed, he has to come back on that. Il doit revenir là-dessus et revenir avec des conditions plus strictes qui ont été posées par les Iraniens. Après tout, ils ont gagné la guerre et ils veulent que les Américains partent. Leur objectif est très clair, contrôler le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'ils ont fait dès le 2 mars. La guerre a commencé le 28 février. En 3 jours, ils étaient au détroit d'Ormuz, parce qu'ils étaient préparés à cette guerre. Ils ont donc pris le contrôle du détroit d'Ormuz. Maintenant, leur objectif est de faire partir les Américains d'Asie occidentale, et je pense qu'ils ont presque atteint cet objectif. Et parallèlement, leur autre objectif est de mettre en place ce cadre régional qui progresse de manière vraiment spectaculaire. Pas seulement en Asie occidentale, il s'est désormais étendu à l'Asie du Sud et, comme je l'ai dit, il pourrait même gagner le continent africain, le Pakistan assumant l'essentiel du travail en dehors de l'Asie occidentale. Voilà où en sont les choses, Nima. Oui, je pense que le détroit d'Ormuz est aux yeux des Iraniens le principal levier pour faire naître en Asie occidentale ce sentiment selon lequel les pays du CCG et tous les pays de la région doivent faire quelque chose pour la Palestine, à mon avis. Car il ne s'agit pas de les y contraindre, il s'agit de les convaincre qu'ils doivent résoudre la question palestinienne. Je suis entièrement d'accord avec vous. Tant que la question palestinienne ne sera pas réglée, Israël et les sionistes ne comprendront pas que l'expansionnisme est terminé. Regardez, aujourd'hui, ils n'ont pas de frontières. Ils vont partout. Il faut donc mettre fin à cet expansionnisme. Le problème, c'est que tous les pays reviennent encore avec des déclarations. Mais ces déclarations n'aident pas vraiment. Je veux dire, c'est une bonne chose, comme je l'ai dit. Mais vu la manière dont ils construisent les colonies, comment allez-vous inverser tout cela? Ce ne sera pas facile. Ils avancent très vite. Même ici, ce plan en 15 points de Donald Trump pour Gaza, ils l'ont rejeté. Donc, les Israéliens sont le plus grand problème en Asie occidentale. N'ayons aucun doute là-dessus. Le problème, au fond, avec l'administration Trump, qui à mon avis est pire que ce que nous avions avec l'administration Biden, c'est que personne au sein de cette administration ne sait parler. Il n'y a pas de diplomate et aucune de ces personnes ne sait comment discuter, comment mener des pourparlers et des négociations.
et ils envoient Jared Kushner, qui n'a rien à voir avec les négociations, ni avec la diplomatie. Ce sont des enjeux majeurs, dont les pays se réunissent pour discuter. Ce n'est pas une affaire à New York. Vous voulez acheter, vous savez, ça peut. Vous savez, c'est totalement différent. Mais cela ne va pas être tellement perçu et ne l'a pas été par l'administration Trump. Been that much perceived by the Trump administration. I agree entirely with you. In fact, diplomacy. Je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, de diplomatie, on n'en a pas vu du tout. J'espérais que le 11 avril, quand, si vous vous en souvenez, à Islamabad, les deux parties se sont réunies, l'équipe iranienne était dirigée par Khalifa et l'équipe américaine par J.D. Vance. L'équipe iranienne est donc arrivée pleinement préparée à des discussions sérieuses. Mais ces gens-là ne sont pas préparés du tout. D'abord, il y a eu cette ingérence constante de Netanyahou. J.D. Vance parlait là-bas avec Netanyahou et au bout de 21 heures, ils sont partis. Donc, c'est absolument pas sérieux. Il n'y a pas de diplomatie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et ensuite, le 13, ils ont mis en place leur blocus naval. Vous voyez, ils ne sont pas sérieux du tout. En fait, ils ne croient pas aux négociations. Et c'est quelque chose que les Iraniens ont compris. Les Iraniens ne peuvent absolument pas leur faire confiance. À plusieurs reprises, ils ont trahi cette confiance. Ils ont même envoyé le message, au-delà de l'Iran, que l'Amérique n'est tout simplement pas digne de confiance quand il s'agit de négociations ou de diplomatie. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Quand on voit toute leur équipe, ce sont des gens de l'immobilier, rien de plus. Il n'y a pas de diplomate là-dedans. Et tous les autres qui s'y trouvent, ce sont des bénis oui, rien de plus. Je veux dire, des gens comme Bessent sont cultivés. Bien sûr, quand on regarde leur parcours, contrairement à Pete Hegseth, ce sont des gens très cultivés. Mais malheureusement, ils font eux aussi partie de ce piège. Comment plaire au patron? Et comment sortir cette nouvelle idée selon laquelle, maintenant, ce sera la guerre économique? C'est totalement insensé. Donc, je suis d'accord, Nima. Vous avez raison. Absolument. So I agree, Nima, you are right, absolutely. Thank you so Merci much, beaucoup, Pravan, d'être avec nous aujourd'hui. with us today. C'est toujours un grand plaisir. Pleasure, as always. Merci, Nima. Before wrapping up, please go to Avant de conclure, allez sur la chaîne YouTube de Pravin. right below Elle se trouve juste sous son nom, Force Magazine 5448. Go there and subscribe. Allez-y et abonnez-vous à sa chaîne. Recently, J'ai vu récemment l'une de vos vidéos et vous parliez en anglais. Je n'ai pas eu besoin de changer la piste audio. Mais sur votre chaîne YouTube, c'est disponible. Chaque fois que vous parlez dans une langue indienne, il y a la piste, il y a les sous-titres, il y a la piste audio. Vous pouvez la passer en anglais, allez sur sa chaîne et profitez de ce que Pravin nous propose sur YouTube. C'est incroyable. Je vous assure que vous y trouverez beaucoup d'informations que vous ne trouverez peut-être pas dans les médias occidentaux, les médias grand public ou les médias alternatifs. Mainstream media or in the alternative media. Thank Thank you. you. Merci pour vos aimables paroles. Merci pour votre soutien. Merci. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye.